Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Père et Fils de Ivan Tourgueniev, roman écrit en 1862 qui met notamment en scène des nihilistes russes. Il fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature russe de cette seconde moitié du 19e siècle, qui en a compté tant. Tout comme ses contemporains Dostoïevski et Tolstoï, pour ne citer que les plus illustres, Tourgueniev dépeint la fracture de la société russe, dont une grande partie de la jeunesse se tourne vers l'Occident et son matérialisme triomphant, se mettant ainsi en opposition avec l'ancienne génération, restée attachée à la Russie éternelle. Guerre traditionnelle entre les générations ou rupture de la chaîne des temps, telle pourrait être la question que veut poser ici Tourgueniev. Bref, c'est un grand roman psychologique et social qui parle au cœur et à l'âme. Je poursuis donc cette lecture. Nous en étions au tout début du chapitre 4. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Le voilà, Prokofitch, dit Nicolas Petrovitch. Il est enfin revenu parmi nous. Alors, comment le trouves-tu ? De bien belle mine, monsieur, dit le vieillard qui fit à nouveau un large sourire. Mais immédiatement, il fronça ses épais sourcils et demanda avec componction « Faut-il mettre le couvert ?»« Oui, oui, s'il te plaît. »« Mais vous désirez peut-être vous retirer un moment dans votre chambre, Eugène Vassilitch ?»« Non, merci, ce n'est pas la peine. Faites-y seulement entreposer mon petit bagage et aussi ma pelure. Tenez, ajouta-t-il en ôtant son cache-poussière. Très bien. Prokofitch, prends donc le manteau de monsieur. » Prokofitch parut marquer une seconde d'hésitation, avant de prendre à deux mains la pelure de Bazarov et de s'éloigner sur la pointe des pieds en l'élevant très haut au-dessus de sa tête. « Et toi, Arcade, passeras-tu un instant dans ta chambre ?»« Oui, il faut que je fasse un brin de toilette, » répondit Arcade. Il se dirigeait vers la porte quand un nouveau personnage entra dans le salon. Un homme de taille moyenne, ensuite anglais, de couleur sombre. Cravate basse à la dernière mode et bottines vernies. C'était Paul Petrovitch Kirzanov. Il portait environ 45 ans. Ses cheveux gris coupés courts avaient les reflets sombres de l'argent neuf. Son visage bilieux mais sans rides, d'une régularité et d'une pureté de traits peu communes, semblait buriner d'une main délicate et légère et conservait les traces d'une remarquable beauté. Les yeux surtout, lumineux, noirs, allongés, étaient splendides. Dans toute son allure raffinée et racée, l'oncle d'Arcade avait gardé une sveltesse juvénile et cet élan vers le haut, loin des choses terrestres, que l'on perd, en général, passé 20 ans. Paul Petrovitch sortit de la poche de son pantalon sa belle main, aux ongles longs et rosés. Une main qu'embellissait encore, eût-on dit, la blancheur neigeuse de la manchette fermée, simplement d'une grosse opale, et la tendit à son neveu. Après le rite préalable du skate Hans à l'européenne, il l'embrassa 3 fois à la russe, ou plutôt effleura 3 fois ses joues de ses moustaches parfumées et dit « Sois le bienvenu ». Nicolas Petrovitch lui présenta Bazarov. Paul Petrovitch fléchit légèrement sa taille souple et esquissa un sourire, mais ne tendit pas la main et la renfonça même dans sa poche. « Je croyais déjà que vous n'arriviez pas aujourd'hui, » dit-il d'une voix aimable, avec un balancement du buste et un mouvement d'épaule infiniment courtois, découvrant en parlant de magnifiques dents blanches. « Auriez-vous eu quelque ennui sur la route ?»« Pas du tout, » répondit Arcade. « Non, nous avons seulement un peu traîné. En revanche, nous avons maintenant une faim de loup. Dis à Prokofitch de se dépêcher, papa, je reviens tout de suite. »« Attends, je vais avec toi, » s'écria Bazarov en s'arrachant brusquement à son divan. Les 2 jeunes gens quittèrent la pièce. « Qui est-ce » demanda Paul Petrovitch. « Un camarade d'Arcade, un garçon très intelligent d'après lui. »« Il reste chez nous quelque temps ?»« Oui. »« Ce type aux cheveux longs ?»« Mon Dieu, oui. » Paul Petrovitch pianota du bout des doigts sur la table. « Je trouve qu'Arcade s'est dégourdi, » observa-t-il. « Je suis heureux de son retour. » À table, on parla peu. Bazarov, notamment, ne dit presque rien,
mais mangea beaucoup. Nicolas Petrovitch raconta plusieurs anecdotes tirées de sa vie de fermier, comme il disait. Il parla des mesures gouvernementales attendues, des comités, des députés, de la nécessité absolue de promouvoir l'emploi de machines agricoles, etc. Paul Petrovitch arpentait la salle à manger d'un pas lent. Il ne soupait jamais, portait de temps en temps à ses lèvres un petit verre de vin rouge et laissait échapper plus rarement encore quelques remarques, ou plus exactement quelques exclamations du genre « Ah, Arcade donna des nouvelles de Saint-Pétersbourg, mais il éprouvait un léger malaise. Ce malaise qui s'empare habituellement d'un jeune homme quand il vient juste de sortir de l'enfance et qu'il se retrouve en un lieu où on l'a toujours considéré, traité comme un enfant. Il se montrait inutilement prolixe, évitait le mot papa et le remplaça même une fois par le mot père, qu'il prononça, il est vrai, entre ses dents. Avec une désinvolture bien superflue, il se versa plus de vin qu'il n'en aurait voulu et le but jusqu'à la dernière goutte. Prokofitch ne le quittait pas des yeux et n'arrêtait pas de se mordiller les lèvres. Après le souper, tous les convives se séparèrent immédiatement. « Dis donc, c'est un drôle d'oiseau ton oncle » dit Bazarov à Arcade. Il s'était assis près de son lit, en robe de chambre, et tirait sur sa courte pipe. Une élégance pareille à la campagne, tu te rends compte? Et ses ongles, non mais ses ongles, ils sont à mettre en vitrine. Oh mais tu sais, c'était un lion de son temps, dit Arcade. Je te raconterai son histoire un de ces jours. Il était beau comme un dieu. Il tournait la tête aux femmes. Tu m'en diras tant. C'est donc en souvenir du bon vieux temps. Malheureusement, il n'y a personne à charmer ici. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il a un col étonnant, d'un dur, comme de la pierre. Et son menton, ce qu'il est bien rasé. Tu trouves ça drôle, non, Arcade Nikolaïtch? Peut-être, mais c'est un excellent homme, je t'assure. Un phénomène archaïque, oui. Ton père, lui, c'est un bon gars. Il a tort de dire des vers et il ne comprend rien à l'agriculture, mais c'est une bonne patte. Mon père a un cœur d'or. As-tu remarqué qu'il était timide? Arcade hocha la tête, comme s'il n'avait pas été lui-même timide. Ils sont vraiment curieux, ces vieux romantiques, poursuivit Bazarov. Ils s'exaspèrent le système nerveux jusqu'au détraquement, et du coup, l'équilibre est rompu. Bon, je te quitte, j'ai un lavabo anglais dans ma chambre, mais la porte ne ferme pas. Ça ne fait rien. Il faut encourager ça, les lavabos anglais. Voilà le progrès. Bazarov sortit, et un sentiment de joie envahit Arcade. Il est doux de s'endormir dans sa maison natale, dans son lit familier, sous une couverture à laquelle on travaillait des mains chères, celles d'une vieille nourrice, peut-être, des mains tendres, bonnes, infatigables. Arcade se souvint d'Igorovna. Il poussa un soupir de regret, souhaita dans son cœur le repos à son âme. Pour lui-même, il ne priait pas. Il s'endormit vite, ainsi que Bazarov, mais d'autres personnes dans la maison restèrent encore longtemps éveillées. Nicolas Petrovitch était tout ému par le retour de son fils. Il se coucha, mais n'éteignit pas la bougie, et la tête appuyée sur sa main, il roula longuement toutes sortes de pensées. Son frère, veilla dans son cabinet bien au-delà de minuit, assis dans un large fauteuil de gambe, devant la cheminée où rougeoyait faiblement un feu de coke. Il ne s'était pas déshabillé. Simplement, il avait troqué ses bottines vernies contre des mules chinoises rouges. Il tenait entre ses mains le dernier numéro de Galignani, mais ne lisait pas. Ses yeux restaient fixés sur la cheminée où tremblait une flamme bleuâtre, tour à tour mourante et ravivée. Dieu sait où vagabondaient ses pensées, mais à coup sûr, ce n'était pas uniquement dans le passé. Son visage avait une expression concentrée et maussade que l'on n'a pas lorsqu'on est occupé seulement de souvenirs. Et dans une petite chambre située à l'arrière de la maison, une jeune femme veillait aussi, assise sur un large coffre.
Elle portait un chauffe-cœur bleu pâle, et elle avait jeté un fichu blanc sur ses cheveux sombres. Fenechka, car c'était elle, tour à tour prêtait l'oreille, somnolait, ou levait les yeux vers la porte grande ouverte derrière laquelle on apercevait un lit d'enfant, d'où montait la respiration égale d'un bébé endormi. Chapitre 5. Le lendemain matin, Bazarov s'éveilla avant tout le monde et sortit de la maison. « Tiens, pensa-t-il, après avoir examiné les alentours, le coin n'est pas brillant. » Après avoir partagé les terres avec ses paysans, Nicolas Petrovitch s'était retrouvé pour installer son nouveau domaine avec un lot d'environ 4 déciatines, absolument nus et plats. Il construisit une maison, des communs, une ferme, dessina un jardin, creusa un étang et 2 puits. Mais les jeunes arbres prenaient mal, l'étang se remplissait très mal, et les puits ne donnaient qu'une eau saumâtre. Seule une tonnelle de lilas et d'acacia avait bien poussé. Il arrivait qu'on y prit le thé, qu'on y dîna. Et en quelques minutes, Bazarov eut parcouru toutes les allées du jardin. Il fit un tour aux étables, à l'écurie, dénicha dans le quartier des domestiques 2 gamins avec lesquels il lia aussitôt connaissance et se rendit en leur compagnie jusqu'à un petit marais distant d'environ 1 verste pour y attraper des grenouilles. « Pourquoi il te faut des grenouilles, monsieur ?» demanda l'un des gamins. « Je vais te le dire, » lui répondit Bazarov, qui possédait un talent particulier pour s'attirer la confiance des petites gens, et cela sans jamais montrer de complaisance, sans se gêner avec eux. J'ouvre le ventre des grenouilles et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et comme nous sommes, toi et moi, pareils à des grenouilles, sauf que nous marchons sur 2 pieds, comme ça je saurai aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça te sert à quoi ? À ne pas me tromper, si tu tombes malade et si je dois te soigner. Alors tu es un docteur ? Oui. Vaska, tu entends ? Le monsieur, il dit que toi et moi, nous sommes pareils à des grenouilles. C'est drôle. Moi, j'en ai peur des grenouilles, fit Vaska, un gamin d'environ 7 ans, aux cheveux de lin, vêtu d'une casaque grise à col droit et qui marchait pieds nus. Pourquoi ? Est-ce que ça mord, les grenouilles ? Allez, entrez dans l'eau, les philosophes, dit Bazarov. Cependant, Nicolas Petrovitch s'était réveillé lui aussi. Il se rendit chez Arcade, qu'il trouva tout habillé. Le père et le fils sortirent sur la terrasse abritée par la marquise, près de la balustrade. Sur une table, trônait déjà, entre des bouquets de lilas, un samovar bouillant. Une fillette apparut, la même qui, la veille, était venue la première sur le perron à la rencontre des arrivants. Elle dit d'une voix fluette : « Théodosie Nicolavna ne se sent pas très bien. Elle ne peut pas venir. Elle fait demander si vous voulez servir le thé vous-même ou s'il faut vous envoyer Douniacha. »« Je le servirai moi-même, » se hâta de répondre Nicolas Petrovitch. « Arcade, tu prends ton thé au citron ou à la crème ? » ?»« À la crème. » Et après une courte pause, Arcade prononça d'un ton interrogateur : « Papa ?» Nicolas Petrovitch regarda son fils avec embarras. « Qu'y a-t-il » Arcade baissa les yeux. « Excuse-moi, papa, si ma question te paraît déplacée. » commença-t-il. « Mais tu m'incites toi-même, par la franchise dont tu m'as hier donné l'exemple, à te parler franchement, moi aussi. Tu ne te fâcheras pas. Parle. Puisque tu m'y autorises, laisse-moi te demander... Serait-ce à cause de ma présence qu'elle ne vient pas servir le thé ?» Nicolas Petrovitch détourna légèrement la tête. « Peut-être croit-elle que... Peut-être est-elle gênée, » dit-il enfin. Arcade dévisagea son père d'un coup d'œil rapide. « Elle a bien tort d'être gênée. Premièrement, tu connais ma façon de penser. » Arcade éprouva un grand plaisir à prononcer ces mots. « Et deuxièmement, crois-tu que je veuille si peu que ce soit te déranger dans la vie, dans tes habitudes ? De plus, je suis convaincue que tu ne pouvais pas faire un mauvais choix. Si tu lui as permis de vivre avec toi sous un même toit, c'est qu'elle le mérite, j'en suis sûre. En tout cas, ce n'est pas moi, fils, de juger le père. Surtout quand il s'agit de moi avec un père tel que toi, qui n'a jamais entravé en rien ma liberté. »
La voix d'Arcade tremblait au début. Il se sentait magnanime, tout en se rendant bien compte qu'il faisait en quelque sorte un sermon à son père. Mais on se laisse toujours influencer par le son de ses propres paroles. Et Arcade prononça la fin de sa phrase d'un ton ferme et même avec une certaine emphase. « Merci, Arcacha », dit Nicolas Petrovitch d'une voix sourde. Il passa de nouveau ses doigts sur ses sourcils et sur son front. « Tes suppositions sont exactes, en effet. Certes, si cette jeune fille ne méritait pas, il ne s'agit pas d'une foucade. Je ne suis pas très à l'aise pour te parler de cela, mais tu comprends bien qu'il lui était difficile de venir ici. Toi, présent, surtout le jour de ton arrivée. » Dans ce cas, c'est moi qui vais la voir, s'écria Arcade dans un nouvel accès de magnanimité. Et il se leva d'un bond. Je lui expliquerai qu'elle n'a pas de honte à avoir à cause de moi. Nicolas Petrovitch se leva aussi. Arcade, s'il te plaît. Comment peux-tu... Il y a là-bas, je ne t'ai pas encore prévenu. Mais Arcade ne l'écoutait déjà plus. Il avait quitté la terrasse en courant. Nicolas Petrovitch le suivit des yeux et se rassit, profondément troublé. Son cœur battait à grands coups. Était-ce parce que il se représentait clairement à cet instant l'inévitable étrangeté de ses futurs rapports avec son fils? Se rendait-il compte qu'Arcade aurait peut-être été plus respectueux envers lui en n'abordant pas du tout ce sujet? Se reprochait-il sa propre faiblesse? Nous ne saurions le dire. Tout cela était en lui, mais sous forme de sensations, et qui plus est, de sensations confuses. Cependant, la rougeur n'avait pas quitté son visage et son cœur battait. Un bruit de pas précipité annonça le retour d'Arcade sur la terrasse. « Nous avons fait connaissance, père », s'écria-t-il avec une expression de triomphe nuancée de tendresse et de bonté. « Théodosie Nikolaïevna est effectivement un peu souffrante aujourd'hui et ne viendra que plus tard. Mais comment ne m'avais-tu pas dit que j'avais un frère ? Je l'aurais aidé hier soir embrassé sur les 2 joues comme je viens de le faire. » Nicolas Petrovitch était pris entre l'envie de dire quelque chose et celle de se lever et de lui ouvrir tout grand ses bras. Arcade se jeta à son cou. La voix de Paul Petrovitch retentit derrière eux. « Qu'est-ce à dire ? Vous vous embrassez encore ?» Le père et le fils furent aussi ravis l'un que l'autre de sa venue à cet instant. Il est des situations touchantes dont on a pourtant hâte de sortir. « Cela t'étonne ?» dit gaiement Nicolas Petrovitch. « Il y a si longtemps que j'attendais Arcacha. Depuis hier, je n'arrive pas à me rassasier de sa vue. »« Cela ne m'étonne nullement, » dit Paul Petrovitch. « Je ne verrais moi-même pas de mal à le serrer dans mes bras. » Arcade s'approcha de son oncle et de nouveau sentit sur ses joues le contact de ses moustaches parfumées. Paul Petrovitch prit un siège près de la table. Il portait un costume du matin très raffiné, à la mode anglaise. Sa tête était surmontée d'un petit fez. Ce couvre-chef, ainsi que la cravate étroite négligemment nouée, était un tribut à la liberté de la vie rustique. Mais le col empesé de la chemise, une chemise non pas blanche il est vrai, mais de couleur, comme il convient pour une tenue matinale, soutenait un menton impeccablement rasé, avec cette rigueur inexorable dont il ne se départait jamais. « Où est donc ton nouvel ami ?» demanda-t-il à Arcade. « Il est sorti. Généralement, il se lève tôt et s'en va ici ou là. Surtout qu'on ne fasse pas attention à lui. Il n'aime pas les façons. » « Oui, cela se voit. » Paul Petrovitch, sans se presser, entreprit d'étendre du beurre sur son pain. « Sera-t-il longtemps, notre hôte ? C'est selon, il va voir son père et s'est arrêté chez nous en passant. » « Et où habite le père ? » ?»« Dans la même province que nous, à 80 verstes d'ici peut-être. Il a une petite propriété par là-bas, c'est un ancien médecin militaire. » « Je vois. Je me disais bien aussi. Où ai-je entendu ce nom, Bazarov ? Tu te rappelles, Nicolas, dans la division de notre père, il y avait bien un médecin appelé Bazarov. Peut-être bien. Mais oui, ainsi ce médecin est son père. Paul Petrovitch remua la moustache. Bon, et pour en venir à M. Bazarov lui-même, quel homme est-il exactement ? Demanda-t-il en détachant ses mots. Quel homme est Bazarov ? Arcade eut un petit sourire. Voulez-vous que je vous dise exactement, mon oncle, quel homme est Bazarov ?
Je t'en prie, mon cher neveu. Il est nihiliste. Comment? Demanda Nicolas Petrovitch. Et Paul Petrovitch leva en l'air son couteau garni d'un morceau de beurre à son extrémité et s'immobilisa dans cette position. Il est nihiliste, répéta Arcade. Nihiliste, dit Nicolas Petrovitch. Cela vient du latin nihil, rien. Autant que je puis en juger. Donc ce mot désignerait un homme qui ne veut rien reconnaître. Dis plutôt qu'il ne respecte rien, rectifia Paul Petrovitch en reprenant la confection de sa tartine. Qui envisage tout d'un point de vue critique, précisa Arcade. N'est-ce pas la même chose? Demanda Paul Petrovitch. Non, pas du tout. Un nihiliste, c'est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui ne fait d'aucun principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. Et l'on s'en trouve bien, l'interrompit Paul Petrovitch. Tout dépend de l'individu, mon oncle. Certains s'en trouvent bien et d'autres très mal. Tiens donc. Allons, cela n'est pas de notre ressort, à ce que je vois. Nous autres gens de l'ancien temps, nous estimons que sans principe, Paul Petrovitch prononçait ce mot avec fluidité à la française. Arcade, au contraire, le prononçait à l'allemande, en accentuant la première syllabe. Sans principe, reconnus comme des articles de foi, pour reprendre ton expression, il est impossible de faire un pas, impossible de respirer. Vous avez changé tout cela. Dieu vous le rende et vous donne le grade de général. Nous nous contenterons de vous admirer. Messieurs les... comment déjà? Nihilistes, articula distinctement Arcade. Oui, nous avons eu les égélistes. Voici maintenant les nihilistes. On verra bien comment vous subsisterez dans le désert, dans le vide absolu. Pour le moment, sonne donc, s'il te plaît. Nicolas Petrovitch, mon frère, c'est l'heure de mon cacao. Nicolas Petrovitch sonna et appela. Douniacha. Mais au lieu de Douniacha, ce fut Fenechka, qui se montra sur la terrasse. C'était une jeune femme d'environ 23 ans, toute blanche et douce de peau, aux cheveux et aux yeux sombres, avec des lèvres rouges et renflées comme en ont les enfants, et des mains délicates. Elle était vêtue d'une robe de cotonnade pimpante, un fichu bleu clair tout neuf recouvrait mollement ses épaules rondes. Elle tenait un grand bol de cacao, et l'ayant posé devant Paul Petrovitch, elle resta là, debout, tout intimidée. Une rougeur brûlante inondait sous sa peau fine tout son charmant visage. Elle baissa les yeux et s'appuya à la table légèrement, du bout des doigts. Elle paraissait à la fois honteuse d'être venue et en quelque sorte consciente d'avoir le droit de venir. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.